Il existe des silences que l'histoire elle-même n'ose briser, des zones d'ombre nichées au cœur des siècles passés, où la logique humaine vacille face à l'indicible. Et c'est précisément dans ces recoins de poussière et d'oubli que nous plongeons aujourd'hui pour exhumer une affaire qui, bien avant l'aube du XXe siècle, terrifia les esprits les plus cartésiens de l'Europe impériale. Imaginez une nuit sans lune de l'hiver 1842, quelque part dans les landes brumeuses de la Bretagne. Une terre où les menhirs semblent observer les passants avec une malveillance millénaire et où les légendes de l'Ankou ne sont jamais prises à la légère, surtout lorsqu'un bruit sourd et métallique commence à résonner sous le sol gelé d'un vieux manoir abandonné depuis la Révolution. Les villageois de Kergrist racontaient que le marquis de la Roche-Noire y pratiquait des expériences qui défiaient les lois de Dieu. Mais ce que les autorités découvrirent ce matin-là dépassait toutes les superstitions locales, car dans la cave scellée par des chaînes d'argent massif ne se trouvait aucun corps, ni aucun trésor, mais une sphère de cuivre noir gravée de symboles que personne, pas même les savants de la Sorbonne dépêchés sur place, ne put identifier comme appartenant à une quelconque civilisation connue. Ce n'était pas un simple objet, mais une présence qui semblait absorber la lumière et la chaleur, provoquant chez ceux qui l'approchaient des visions d'une ville immense faite de verre et d'acier flottant dans un vide glacial. Une vision si anachronique pour des hommes du XIXe siècle qu'elle les plongea dans une folie mélancolique irréversible. Pourquoi un noble français du siècle des Lumières possédait-il une technologie qui semblait venir d'un autre temps ou d'un autre monde? Et comment expliquer que les rapports de gendarmerie de l'époque mentionnent que la sphère commença à émettre des battements de cœur réguliers avant de disparaître littéralement de sa cage de verre sous les yeux de 3 gardes assermentés qui jurèrent jusqu'à leur mort que l'objet s'était évaporé comme un songe? Ce mystère ne s'arrête pas aux frontières de la France, car des documents déclassés par le Vatican suggèrent qu'un artefact identique fut trouvé au fond d'un puits sacré au Mexique quelques années plus tôt, suggérant une toile invisible tissée à travers les continents par une force que nous ne faisons que commencer à entrevoir. Le climat de l'époque était aux découvertes scientifiques et à la conquête du monde. Pourtant, cette affaire fut étouffée avec une rapidité suspecte, les témoins étant dispersés et les preuves physiques systématiquement détruites par un ordre dont le nom reste murmuré dans les sociétés secrètes de Paris, les gardiens du voile. Dans cette quête de vérité, chaque indice nous ramène à la même question terrifiante de savoir si notre passé est véritablement ce que les livres d'école nous enseignent, ou si une autre chronologie, bien plus étrange et menaçante, se cache derrière le décor de notre réalité quotidienne. Car les récits de cette époque pullulent de témoignages de voyageurs ayant croisé des êtres aux traits figés et aux vêtements de métal errant dans les forêts d'Europe centrale ou les déserts d'Égypte avant de s'évanouir dans un éclat de lumière bleutée. Nous sommes en 1842, la vapeur révolutionne les transports et l'électricité n'est qu'un rêve de physicien. Mais dans les profondeurs de la terre bretonne, quelque chose d'infiniment plus ancien et technologiquement impossible venait de se réveiller, marquant le début d'une série de manifestations qui allaient secouer les fondations même de la science moderne, avant d'être occultées par le tumulte des guerres mondiales à venir. C'est l'histoire de cette sphère, de ses origines stellaires et de la malédiction qu'elle laissa derrière elle dans le sang de la lignée des Roches Noires que nous allons explorer. Car les échos de ce battement de cœur mécanique résonnent encore aujourd'hui pour ceux qui savent écouter le murmure des pierres et le silence des archives interdites. L'énigme de la sphère noire de Kergrist n'était que le premier maillon d'une chaîne d'événements inexplicables qui allait s'étendre jusqu'aux confins de l'Empire russe et des steppes glacées de Sibérie bien avant le milieu du XXe siècle. En 1878, alors que le monde avait les yeux rivés sur les tensions balkaniques, une expédition scientifique menée par le professeur Alexeï Volkov découvrit dans une grotte reculée du massif de l'Altaï une série de fresques dont la datation défiait toute logique, car elles représentaient avec une précision chirurgicale des constellations qui ne seraient découvertes par les télescopes modernes que des décennies plus tard. Mais le plus troublant n'était pas cette cartographie céleste impossible, mais la présence, au centre de ces peintures rupestres, d'un sceau identique à celui gravé sur l'artefact breton, prouvant qu'une communication ou une influence commune avait traversé les âges et les continents sans laisser de traces dans les chroniques officielles. Volkov, dans son journal intime qui fut saisi par la police impériale peu après sa mystérieuse disparition, décrivait des bruits de succion provenant des parois rocheuses et une sensation de surveillance constante par des entités qu'il nommait les voyageurs du crépuscule, des êtres capables de se mouvoir entre les replis du temps.
Alors que l'Europe s'enfonçait dans la Belle Époque, une période de faste et de progrès apparent, dans l'ombre des cabinets de curiosité parisiens et des loges maçonniques de l'ombre, on se transmettait sous le manteau des photographies de spectres d'un genre nouveau, des apparitions qui ne ressemblaient en rien aux fantômes classiques, mais arboraient des uniformes aux textures métalliques et portaient des instruments dont la complexité terrorisait les ingénieurs de l'époque. En 1908, l'événement de la Tunguska vint raviver ces craintes souterraines, car bien que la version officielle parlât d'une météorite, les rares témoins indigènes évoquèrent une colonne de feu bleuâtre dirigée par une intelligence invisible, une puissance qui semblait chercher quelque chose de précis dans les entrailles de la Terre plutôt que de simplement s'y écraser par accident. Les archives de l'Okhrana, la police secrète du Tsar, révélèrent plus tard que des agents avaient été dépêchés sur place non pas pour porter secours, mais pour récupérer des fragments de métal à mémoire de forme qui se liquéfiaient lorsqu'on tentait de les analyser à l'air libre. Cette quête effrénée pour maîtriser une technologie dépassant l'entendement humain créa une guerre de l'ombre entre les grandes puissances de l'avant-guerre, chaque nation tentant de s'approprier les restes de ce passé qui n'en était peut-être pas. En 1912, un jeune archiviste nommé Franz Hoffmann prétendit avoir trouvé dans les sous-sols de la Bibliothèque nationale un traité alchimique datant du XIVe siècle qui décrivait exactement la chute de l'objet sibérien avec une précision de date et de lieu effrayante, suggérant que l'avenir était déjà écrit dans des parchemins moisis par les siècles. Hoffmann fut retrouvé mort dans une pièce verrouillée de l'intérieur, son corps ne présentant aucune blessure, mais ses cheveux étant devenus blancs comme neige dans l'espace d'une seule nuit, tandis que tous ses documents avaient été remplacés par des feuilles de papier vierge. Cette traque du surnaturel et de l'anachronique nous mène à comprendre que le monde d'avant 1950 était un théâtre d'expérimentation dont nous ne voyons aujourd'hui que les décors effondrés, car derrière chaque grande découverte archéologique de cette ère se cachait souvent une réalité bien plus dérangeante que les archéologues n'osaient publier sous peine de bannissement académique. Pourquoi les carnets de Howard Carter lors de la découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922 contiennent-ils des croquis d'objets volants que le gouvernement britannique a immédiatement classifiés sous le sceau de secret d'État? Et quel est le lien entre ces schémas et la sphère de Kergrist trouvée 80 ans plus tôt? Il semble que nous fassions face à une conspiration millénaire où des objets de puissance sont éparpillés dans le temps pour guider ou égarer l'humanité et chaque fois qu'un de ces artefacts est activé, une faille s'ouvre laissant passer des échos d'une réalité où la mort n'est qu'une transition technique et où le passé et le futur se rejoignent dans un présent éternel et oppressant. L'histoire que l'on nous raconte est une façade lissée pour ne pas effrayer les foules, mais la vérité réside dans ces anomalies, dans ces rapports de police oubliés et dans ces cadavres aux expressions figées par une terreur qui ne vient pas de ce monde mais des profondeurs de notre propre histoire oubliée. Nous sommes à l'aube d'une révélation qui pourrait briser notre perception de la réalité, car si ces objets sont liés, alors nous ne sommes pas les maîtres de notre destin, mais les spectateurs d'un jeu dont les règles ont été fixées bien avant que le premier homme ne grave son nom dans la pierre. Et chaque pas que nous faisons vers la compréhension de ces mystères nous rapproche d'une confrontation inévitable avec ceux qui attendent dans l'obscurité des siècles. Le silence qui suivit les événements de la Tunguska et les découvertes macabres de Vienne ne fit qu'intensifier la paranoïa des services secrets européens à l'approche des années 1930, une époque où l'ésotérisme commença à s'immiscer dangereusement dans les sphères du pouvoir politique et militaire. En 1928, une expédition navale française opérant au large des côtes de l'Indochine rapporta l'existence d'une structure sous-marine dont l'architecture ne correspondait à aucun style connu. Une sorte de temple de basalte noir immergé à une profondeur où la pression aurait dû broyer n'importe quelle construction humaine de l'époque. Les scaphandriers qui osèrent s'aventurer près des colonnes sculptées parlèrent de mélodies hypnotiques vibrant directement à travers leurs casques de cuivre et d'une lueur verdâtre émanant de fentes étroites dans la roche. Mais ce qui glaça le sang de l'état-major fut la récupération d'une tablette gravée d'un texte en vieux français datant du XIVe siècle, prédisant avec une exactitude terrifiante le déclenchement de la Grande Guerre et la chute des empires coloniaux. Comment un message du passé pouvait-il se retrouver piégé dans une cité abyssale au milieu du Pacifique? Et par quel miracle technologique la pierre semblait-elle émettre sa propre chaleur constante? Cette découverte fut immédiatement classée secret défense et les membres de l'équipage furent contraints au silence sous peine de cour martiale, mais des fuites parvinrent jusqu'aux oreilles d'un cercle d'occultistes basé à Lyon qui voyait dans ces signes la preuve que la Terre était creusée de galeries temporelles permettant à des informations de circuler à rebours.
En 1934, une série de disparitions inexpliquées frappa les milieux de la physique quantique naissante à Berlin et à Londres, des savants de renom s'évaporant littéralement de leur laboratoire fermé à clé, ne laissant derrière eux que des traces de brûlures circulaires sur le parquet et une odeur d'ozone persistante. Les enquêtes de Scotland Yard de l'époque, récemment exhumées, suggèrent que ces scientifiques avaient tous reçu des lettres anonymes contenant des fragments de la sphère de Kergrist ou des schémas provenant du complexe de l'Altaï, les invitant à une réunion dans un lieu qui n'existait sur aucune carte géographique. Parallèlement, dans les déserts d'Algérie en 1938, une patrouille de la Légion étrangère découvrit un avion de chasse dont le modèle n'entrerait en service qu'en 1945, posé intact au milieu des dunes sans aucune trace de pilote ni de carburant, le métal de l'appareil étant couvert d'une fine couche de givre malgré une température extérieure frôlant les 50 degrés. Les rapports militaires de cette période, souvent ignorés par les historiens classiques, dressent le portrait d'un monde pré-1950 en proie à des déchirures de la réalité où des objets et des êtres venus d'ailleurs ou de demain s'échouaient régulièrement dans notre présent. À Rome, au sein même des archives secrètes du Vatican, un cardinal se confessa sur son lit de mort en 1941, affirmant avoir vu une entité capturée dans les catacombes qui ressemblait à un homme mais dont le sang était une huile noire et épaisse capable de régénérer des membres coupés en quelques secondes. Cette entité, selon ses dires, ne parlait aucune langue humaine, mais projetait des images mentales de cités dévastées par des soleils artificiels, une vision apocalyptique qui hantait les rêves des hauts dignitaires de l'Église. L'humanité se trouvait alors sur le point de basculer dans le conflit le plus sanglant de son histoire, mais derrière le fracas des canons et les stratégies géopolitiques, une guerre invisible faisait rage pour le contrôle de ces portails temporels et des reliques qu'ils crachaient. Les services de renseignement de l'OSS américain à l'Ahnenerbe allemande se livraient une course contre la montre pour déchiffrer le code des voyageurs du crépuscule, espérant utiliser ces pouvoirs pour plier le destin à leur volonté, ignorant que chaque manipulation de ces artefacts accélérait la décomposition de notre propre ligne temporelle. En 1944, lors de la libération de certains territoires occupés, les forces alliées trouvèrent des bunkers étranges où des horloges tournaient à l'envers et où la gravité semblait absente. Témoignage silencieux d'expériences qui avaient mal tourné et qui avaient littéralement effacé des unités entières de la surface du globe. Ce que nous appelons aujourd'hui des légendes ou des théories du complot n'étaient pour les hommes de cette génération que des réalités brutales et terrifiantes à laquelle ils étaient confrontés quotidiennement dans le plus grand secret, car avouer l'existence de ces failles aurait signifié admettre que l'homme n'était plus le prédateur dominant sur cette planète. Nous approchons du point de rupture de 1950, l'année où tout semble s'être figé ou avoir été effacé des mémoires collectives par un protocole mondial de désinformation dont nous subissons encore les effets aujourd'hui. Mais les traces subsistent pour ceux qui osent fouiller les décombres de ce passé interdit. Chaque objet trouvé, chaque témoignage de soldats traumatisés par une vision impossible nous rapproche de la source de ce grand dérèglement, une source qui semble attendre patiemment son heure au fond d'un gouffre que nous avons nous-mêmes contribué à creuser par notre curiosité insatiable et notre soif de puissance. L'année 1947 marqua un tourment irréversible dans cette chronologie occulte lorsque le monde, encore pansant ses plaies après la tourmente mondiale, fut frappé par une vague d'observations si cohérentes qu'elles forcèrent les gouvernements à ériger un mur de silence définitif. Alors que l'affaire de Roswell occupait l'esprit du public américain, une tragédie bien plus troublante se déroulait dans les Alpes suisses, près du glacier du Gorner, où une équipe de cartographes militaires découvrit les restes d'un monastère médiéval qui n'apparaissait sur aucun registre historique et dont les murs de pierre semblaient avoir été vitrifiés par une chaleur dépassant celle d'un volcan. À l'intérieur, ils ne trouvèrent aucun moine, mais une salle circulaire remplie de globes de verre contenant des spécimens biologiques qui semblaient être des hybrides entre l'homme et des créatures marines, conservés dans un liquide amniotique qui vibrait à une fréquence inaudible, provoquant des saignements d'oreilles immédiats chez les sauveteurs. Plus terrifiant encore, sur l'autel principal reposait un appareil télégraphique datant de 1890 qui continuait de transmettre un message en morse continue, une liste de noms correspondant aux dirigeants mondiaux qui allaient mourir au cours des 50 prochaines années, incumant des détails précis sur des assassinats encore non commis. La panique s'empara des hautes sphères lorsque l'on comprit que ce monastère était une sorte de poste d'observation temporelle utilisé par les voyageurs du crépuscule pour surveiller le bétail humain depuis des siècles.
En France, le ministère de l'Intérieur créa secrètement le Bureau des affaires non classées pour traiter ces incursions de plus en plus fréquentes de l'anomalie dans le quotidien des citoyens. Car dans les villages reculés du Massif central, on signalait des fermes entières dont les habitants avaient été remplacés par des doubles parfaits qui ne mangeaient jamais et dont le regard restait fixe pendant des heures face au mur. Ces simulacres, comme les appelaient les rapports de police de 1948, finissaient par se dissoudre en une flaque de sel fin dès qu'ils étaient exposés à la lumière directe du soleil, laissant derrière eux des vêtements impeccablement pliés. La course à l'armement atomique n'était en réalité qu'une couverture pour le développement de fréquences radio capables de perturber la matérialisation de ces entités dans notre dimension, les essais nucléaires dans le Pacifique servant de prétexte pour bombarder des failles sous-marines où les structures de basalte noir commençaient à remonter vers la surface. En 1949, un navire marchand battant pavillon norvégien croisa au large d'Islande une île volcanique qui venait de surgir des eaux, sur laquelle se dressait une tour de métal argenté de plusieurs centaines de mètres de haut, dénuée de portes ou de fenêtres, émettant un signal sonore qui fit perdre la mémoire à tout l'équipage sur une période de 3 jours. Lorsque la marine britannique arriva sur les lieux 24 heures plus tard, l'île et la tour avaient disparu, ne laissant qu'une mer d'huile et des oiseaux marins tombant morts du ciel par milliers. Les services secrets russes, sous les ordres directs de Beria, tentèrent d'entrer en contact avec ces puissances en utilisant des médiums placés sous hypnose profonde dans des bunkers souterrains en Ukraine. Mais les rares survivants de ces expériences ne revenaient qu'avec un seul mot gravé dans leur chair, « fini », suggérant que l'humanité arrivait au terme d'un cycle de protection invisible. Les documents de cette époque, jalousement gardés par des cercles d'initiés, révèlent que la création de l'ONU et des grandes institutions internationales après 1945 avait pour but inavoué de centraliser la gestion de cette menace exogène, car les incidents ne se limitaient plus à des curiosités locales, mais menaçaient l'intégrité même de la réalité physique. En Londres, en décembre 1949, le fameux Grand Smog commença de manière suspecte après l'explosion d'un laboratoire clandestin situé sous le métro où l'on tentait de fusionner la sphère de Kergrist avec un générateur électrique expérimental, libérant dans l'atmosphère des particules qui permettaient aux passants de voir brièvement les structures invisibles qui flottent au-dessus de nos villes. Des milliers de personnes rapportèrent avoir vu des cathédrales de lumière et des navires immenses croisant dans le ciel brumeux, des visions qui furent immédiatement attribuées à des hallucinations collectives dues à la pollution à charbon. Ce voile que nous pensons être le monde réel n'est qu'une membrane fragile qui s'est usée au fil des siècles par les expériences de ceux qui ont voulu jouer à Dieu avec des reliques qu'ils ne comprenaient pas. Et alors que nous approchons de la frontière fatidique de 1950, la pression de l'autre côté de la membrane est devenue insupportable. Les gardiens du voile savaient que le temps de la discrétion touchait à sa fin et qu'il faudrait bientôt procéder à un grand effacement pour réinitialiser la conscience humaine avant que la vérité n'éclate au grand jour et ne provoque un effondrement civilisationnel total. C'est dans ce climat d'apocalypse imminente et de complots interdimensionnels que se sont jouées les dernières heures de l'ancien monde, laissant derrière elles des cicatrices que seuls les chercheurs de l'étrange parviennent encore à déceler dans les recoins les plus sombres de nos archives nationales. L'année 1950 approchait comme un couperet invisible sur l'histoire de l'humanité. Mais avant que le grand rideau de l'oubli ne retombe, un dernier acte de résistance occulte se joua dans les profondeurs du désert d'Atacama, au Chili. Une expédition minière française, en quête de nouveaux gisements de cuivre, tomba par hasard sur une faille géologique qui révélait une cité de cristal enfouie, dont les structures semblaient vibrer en harmonie avec le rayonnement cosmique. Contrairement aux ruines de basalte noir trouvées dans le Pacifique, cette architecture dégageait une sérénité terrifiante, comme si elle attendait depuis des éons que les hommes soient prêts à comprendre la futilité de leur concept du temps. Au centre de la place principale de cette cité morte, les explorateurs trouvèrent un automate en or massif, représentant un enfant tenant un sablier dont le sable ne coulait pas vers le bas, mais remontait vers le haut, défiant toutes les lois de la gravitation terrestre. Les ingénieurs qui tentèrent de démonter le mécanisme furent frappés d'une amnésie sélective foudroyante, oubliant jusqu'à leur propre nom et la langue qu'ils parlaient, comme si l'objet effaçait littéralement les circuits neuronaux de ceux qui osaient profaner son secret. Ce fut à ce moment précis que les services de renseignement mondiaux, coordonnés par une entité mystérieuse nommée le Comité des 12, décidèrent que la technologie des voyageurs du crépuscule ne devait plus jamais être découverte par hasard. Une opération de nettoyage d'une envergure sans précédent fut lancée sur tous les continents.
Les cités de cristal furent dynamitées, les archives de Kergrist brûlées dans des incinérateurs diplomatiques et les témoins oculaires internés dans des asiles isolés sous de faux diagnostics de schizophrénie collective. À Paris, dans les sous-sols de la préfecture, on détruisit des milliers de clichés montrant des silhouettes transparentes marchant au milieu de la foule des boulevards, des êtres qui semblaient corriger les trajectoires des passants comme des bergers invisibles. En 1949, un dernier message fut capté par les stations d'écoute à longue portée basées en Antarctique, une fréquence qui ne venait pas de l'espace, mais de l'intérieur même de la croûte terrestre, affirmant que le contrat de non-ingérence touchait à sa fin. Les hauts dignitaires militaires comprirent que le monde moderne, tel que nous le connaissons, avec son pétrole, sa télévision et ses bombes atomiques, n'était qu'une distraction massive destinée à détourner notre attention de la seule vérité qui compte. Nous vivons dans les ruines d'une civilisation supérieure qui n'a jamais vraiment quitté les lieux. Les incidents de la fin de cette décennie, comme la disparition mystérieuse du vol 412 au-dessus de l'Atlantique, dont les débris furent retrouvés dans le désert de Gobi, étaient les symptômes de cette membrane temporelle qui se déchirait définitivement. Le passage à la décennie suivante ne fut pas seulement un changement de calendrier, mais une réinitialisation forcée de la psyché humaine, où tout ce qui était considéré comme magique, impossible ou anachronique fut relégué au rang de folklore ou de maladie mentale. Les savants qui travaillaient sur la fusion de la sphère furent intégrés dans des programmes de recherche officiels dont les noms de code cachaient des objectifs bien plus sombres que la simple conquête spatiale. Le rideau de fer qui s'abattait sur l'Europe servait idéalement de paravent pour cacher les fouilles archéologiques interdites menées dans les Carpates, où l'on cherchait les traces de la lignée de sang qui permettait d'activer les artefacts. L'humanité entrait dans une ère de matérialisme forcené, une prison mentale construite sur les cendres de ces découvertes miraculeuses, car ceux qui détiennent le pouvoir savent qu'un peuple qui ne croit plus au mystère est un peuple facile à gouverner. Pourtant, dans les vieilles bibliothèques de province et les greniers poussiéreux de nos grands-parents, subsistent encore des fragments de cette réalité enfouie. Des lettres parlant de soleil noir, des croquis de machines volantes datés du temps de Napoléon et des avertissements gravés dans le métal qui attendent d'être redécouverts par une génération qui n'a plus peur de regarder dans l'abîme. La 5e partie de notre voyage s'achève sur cette constatation amère que nous sommes les héritiers d'un passé dont nous avons été dépossédés, des amnésiques volontaires qui marchent sur des tombes de géants sans même s'en apercevoir, tandis que les voyageurs du crépuscule observent depuis leurs refuges intemporels le moment où la membrane cédera nouvellement. L'année 1950 sonna le glas de l'ère des révélations pour laisser place au grand sommeil de la raison. Car le 31 décembre 1949, un événement resté secret dans les annales de l'OTAN et du pacte de Varsovie se produisit simultanément dans 12 points stratégiques du globe. Sous les fondations du Louvre à Paris, dans les profondeurs de la Cité interdite à Pékin et sous les glaces de l'Antarctique, une fréquence harmonique d'une puissance inouïe fut émise par les artefacts restants, provoquant une onde de choc psychique qui effaça des pans entiers de la mémoire collective humaine. Ce que les rares survivants de l'ordre des gardiens nommèrent la grande réinitialisation fut l'ultime recours pour empêcher la conscience humaine de fusionner prématurément avec l'intelligence des voyageurs du crépuscule qui s'infiltraient par les failles de Kergrist. À l'aube du 1er janvier 1950, les journaux du monde entier changèrent brusquement de ton. Les récits de cités de cristal et de machines temporelles disparurent au profit de chroniques sur la reconstruction économique et les tensions idéologiques de la guerre froide, créant un écran de fumée parfait pour masquer les opérations de récupération des derniers fragments de la sphère noire. Le professeur Volkoff, les archives du marquis de la Roche-Noire et les témoignages des légionnaires d'Algérie furent systématiquement remplacés par des explications rationnelles, des mirages ou des erreurs de parallaxe, tandis que les objets eux-mêmes étaient transférés dans une base souterraine dont l'existence même est un paradoxe géographique. On raconte que dans cette installation, située hors du temps et de l'espace conventionnel, les horloges ne marquent jamais la même heure et que les chercheurs doivent porter des combinaisons de plomb pour ne pas être vieillis de plusieurs siècles en quelques minutes de travail. Les dernières traces de cette réalité alternative furent enfouies sous le béton des barrages hydroélectriques et les fondations des villes nouvelles,
car le fer et l'acier moderne agissent comme une cage de Faraday, empêchant les échos du passé de remonter à la surface de notre esprit. Cependant, le plan de dissimulation totale échoua sur un point crucial, car le sang de ceux qui avaient touché la sphère ou vu la cité de cristal portait désormais une signature génétique inaltérable, une sorte de balise lumineuse pour les entités qui attendent dans le vide entre les dimensions. Ces descendants, nés après 1950, sont souvent pris de rêves lucides où ils voient des cieux violets et des tours d'argent, des souvenirs qui ne leur appartiennent pas, mais qui témoignent de la persistance de l'ancienne ligne temporelle dans notre code biologique. La guerre pour la vérité ne s'est jamais arrêtée, elle a simplement changé de forme, passant des champs de bataille et des expéditions archéologiques aux réseaux numériques et aux fuites d'informations cryptées que les gouvernements s'empressent de discréditer. Nous vivons aujourd'hui dans une simulation de normalité, protégée par un voile de matérialisme, mais chaque bug de la réalité, chaque disparition inexpliquée et chaque découverte d'un objet hors contexte est une fissure dans ce rempart que nous avons nous-mêmes aidé à construire. Les voyageurs du crépuscule ne sont pas partis, ils se sont simplement retirés dans les plis de l'invisible, attendant que la technologie humaine atteigne à nouveau le seuil critique où la membrane se déchirera irrémédiablement, nous forçant à affronter les spectres de notre propre préhistoire technologique. La boucle est prête à se refermer, car les signaux captés en 1949 recommencent à émettre depuis les satellites modernes, prouvant que le temps n'est pas une ligne droite, mais un cercle qui se resserre inéluctablement sur nous. En explorant ces histoires étranges, nous ne faisons pas que raconter des contes oubliés, nous réactivons les circuits de notre mémoire ancestrale pour nous préparer au retour de ceux qui nous ont créés, observés et finalement effacés. Ce récit, divisé en 6 parties, est votre dernier avertissement avant que le silence ne retombe ou que la lumière de la vérité ne devienne trop habituée à l'obscurité du monde moderne. Le passé est une bombe à retardement, et l'aiguille vient d'atteindre le point zéro de notre compréhension, là où l'histoire s'arrête et où l'indisible commence enfin à parler à travers le vacarme de nos vies quotidiennes. Vous savez maintenant que sous chaque pierre de nos cités et derrière chaque secret d'État se cache une force qui se moque de nos lois et de nos certitudes, une force qui attendait simplement que vous soyez prêts à écouter la fin de cette chronique pour se manifester à nouveau dans le reflet de vos écrans et le silence de vos nuits. Le voile se lève, et cette fois, il n'y aura personne pour le recoudre.